Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de Victor, ce rire strident qui résonnait comme un glas dans les couloirs sombres de l'hôtel particulier de la rue de Rivoli. J'étais agenouillé dans une flaque poisseuse, mes mains tremblantes s'agrippaient au tapis perçant imprégné de mon propre sang, et je me suis dit, c'est fini, Héloïse, tu as tout perdu pour rien. La balle avait traversé mon crâne avec une précision chirurgicale, un cadeau empoisonné de mon cousin, ce serpent en costume 3 pièces qui avait orchestré ma chute depuis le début. Et puis, le noir absolu. Pas de lumière blanche, pas de tunnel béat, juste le vide, froid comme les catacombes de Paris. Mais le vide n'a pas duré. Il s'est fissuré comme un miroir brisé sous la pression d'un marteau invisible, et soudain, j'étais de retour. Pas au paradis, non, dans mon propre corps, 20 ans plus tôt, le 15 juin 2005, dans l'appartement exigu du Marais où je squattais avec des rêves de gloire littéraire et une dette étudiante qui me rongeait les os. J'ai ouvert les yeux sur le plafond craquelé, taché de moisissure, et mon cœur a cogné comme un tambour de carnaval. Non, ai-je murmuré, la voix rauque d'une gamine de 23 ans que je n'étais plus. J'ai bondi du lit, trébuchant sur des piles de manuscrits refusés, et me suis rué vers le miroir fêlé de la salle de bain. Le visage qui me fixait était le mien, jeune, innocent, sans la ride d'amertume que les années de trahison avaient creusé. Mais mes yeux portaient encore l'ombre de la mort. C'était impossible. J'avais lu des romans de science-fiction, vu des films hollywoodiens sur la réincarnation, mais ça? C'était du domaine de la folie pure, un caprice cruel du destin français, ce pays où même la mort joue au jeu de l'absurde comme chez Camus. Pourtant, les souvenirs affluaient, la lettre de tante Marguerite, arrivait comme un éclair dans ma vie misérable. Ma chère Héloïse, je te lègue mon empire, les vignobles de Bordeaux, les galeries d'art à Montmartre, les immeubles haussmanniens qui font de Paris ma forteresse. Mais une condition, tu devras épouser Victor avant la fin de l'année, pour sceller l'alliance familiale. J'avais ri, alors, dans cette villa. Épouser Victor? Mon cousin distant, ce bellâtre aux manières de dandy fauché, qui passait ses soirées à draguer dans les bars de Pigalle. C'était une blague, une clause farfelue d'une vieille bourgeoise solitaire qui avait amassé une fortune en spéculant sur l'art volé pendant la guerre. Oui, volé, car tante Marguerite n'était pas la sainte que tout Paris admirait. J'ai attrapé mon téléphone, un Nokia indestructible, relique des années 2000, et j'ai composé le numéro de Victor sans réfléchir. Il a décroché à la 3e sonnerie, sa voix suave et moqueuse. Héloïse? Qu'est-ce qui t'arrive, cousine? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai raccroché, le souffle court. Il n'y avait pas de fantôme, j'étais le fantôme. 20 ans plus tard, c'était lui qui m'avait tendu l'arme, feignant la compassion pendant que ses sbires, des avocats corrompus et des notaires véreux falsifiaient les documents pour me dépouiller de tout. L'empire de tante Marguerite, ce colosse de vin, d'art et d'immobilier valant des centaines de millions d'euros, m'avait échappé parce que j'avais refusé la condition. J'avais épousé l'amour de ma vie, un poète raté nommé Julien, et Victor avait patienté dans l'ombre, tissant sa toile comme une araignée bordelaise sur un chai moisi. Maintenant, j'étais de retour, et la rage bouillonnait en moi comme un cassoulet trop mijoté. Paris, cette ville de lumière traîtresse, s'étalait sous ma fenêtre, la Seine paresseuse, les toits en zinc scintillant sous un soleil de juin implacable. J'ai enfilé un jean usé et un chemisier blanc, les reliques de ma jeunesse, et je suis sorti, le cœur battant la chamade. Le Marais bruissait de vie, des couples enlacés sur les terrasses des cafés, des artistes de rue jouant du accordéon mélancolique, l'odeur de croissants frais se mêlant à celle des poubelles oubliées. Mais pour moi, chaque pavé était un reproche, chaque regard un rappel de ma chute future. J'ai marché jusqu'à la Seine, m'arrêtant au pont des Arous. Dans cette villa, Julien m'avait offert un cadenas rouillé promettant l'éternité. Il était encore vivant, quelque part dans un atelier de Belleville, grattant des vers sur des carnets volés. Devais-je le contacter? L'avertir? Non. Cette fois, pas d'erreur sentimentale. La trahison de Victor n'était pas un accident, c'était un plan ourdi depuis des lustres, nourri par un secret que tante Marguerite m'avait confié sur son lit de mort. Son empire reposait sur un mensonge colossal. Pendant l'occupation, elle avait collaboré avec les nazis pour sauver ses biens, troquant des tableaux juifs contre sa liberté. Victor le savait, il avait fouillé ses archives, et c'était cette bombe qu'il tenait au-dessus de ma tête pour me forcer à plier. Moi, idiote, j'avais porté le poids de ce péché originel, signant des aveux falsifiés pour protéger la mémoire familiale, jusqu'à ce qu'il me trahisse à son tour. Assise sur un banc, je sentais la sueur perler sur ma nuque. La condition du mariage n'était qu'un leurre, le vrai piège était le chantage. Victor voulait l'empire pour lui,
pour ses dettes de jeu à Deauville et ses maîtresses capricieuses. Dans ma vie précédente, j'avais cédé, épousé ce monstre pour 1 an, juste le temps qu'il divorce et me laisse ruiner, accusé de fraude. Mais cette fois, je riposterai. Pas avec des pleurs ou des procès, non, avec la ruse d'une Héloïse ressuscitée, forgée dans le feu de la mort. Le soir tombait quand j'ai regagné l'appartement. Une lettre attendait dans la boîte aux lettres, cachetée d'un seau en cire rouge, l'enveloppe de tante Marguerite. Elle était arrivée plus tôt que prévu dans cette timeline altérée à un premier signe que le destin pliait sous ma volonté. Je l'ai ouverte d'une main tremblante, et les mots dansèrent devant mes yeux, ma nièce bien-aimée, si tu lis ceci, c'est que mon heure est venue. Prends mon empire, mais souviens-toi, le sang des innocents souille les raisins de Bordeaux. Victor est un loup, ne le laisse pas te dévorer. Des larmes de rage ont coulé sur le papier. Elle savait. Elle avait toujours su. J'ai passé la nuit à planifier. D'abord, contacter un notaire intègre, un certain maître Lefebvre, que j'avais rencontré dans ma vie antérieure lors d'un gala à l'opéra. Il détestait Victor, ce parvenu qui avait ruiné sa sœur. Ensuite, infiltrer les cercles de tante Marguerite, les dîners mondains à Neuilly, les dégustations privées dans les châteaux bordelais. Et Julien ? Je le garderai à distance, pour l'instant. L'amour était une faiblesse, la vengeance, une armure. Le lendemain, j'ai pris le train pour Bordeaux. Les vignobles défilaient comme des vagues de pourpre sous le soleil impitoyable, et je sentais déjà le goût âpre du vin sur ma langue, le même que le sang de ma mort. À la gare, Victor m'attendait, sourire carnassier aux lèvres, une Mercedes noire ronronnant comme un prédateur. Héloïse. Quelle surprise! Tante Marguerite nous a convoqués tous les deux. J'ai souri en retour, un sourire qui masquait le poignard invisible que je forgeais. Oui, cousin. Allons voir ce que le destin nous réserve. Le château de tante Marguerite se dressait comme un bastion gothique au milieu des ceps, ses tours flanquant des murs couverts de lierre centenaire. L'air embaumait le terreau humide et le bois de chêne, mais sous cette façade idyllique couvait la pourriture. Victor me guidait, sa main effleurant mon bras avec une familiarité qui me donnait la nausée. Tu as changé, cousine. Plus. Assuré. Si seulement il savait à quel point. Tante Marguerite nous reçut dans la grande salle, affaiblie par un cancer qu'elle cachait sous des robes de soie Chanel. Ses yeux, d'un bleu acier, me transpercèrent. Héloïse, ma fille spirituelle. Victor, mon neveu ambitieux. Le dîner fut un ballet de couteaux aiguisés, agneaux rôtis, fromages affinés, vins millésimés qui cachaient des arômes de trahison. Elle parla de l'empire 500 hectares de vignes, une collection d'art valant 200 millions, des immeubles qui régnaient sur le triangle d'or. Tout pour toi, Héloïse, si tu acceptes la condition. Victor se raidit, son verre suspendu en l'air. J'ai levé mon verre, feignant l'hésitation. Quelle condition, ma tante? Elle a souri, un sourire qui en disait long sur les secrets enfouis. Épouse Victor. Unissez nos sangs pour protéger ce que j'ai bâti sur des sables mouvants. Victor hocha la tête, ses yeux brillants d'avidité. Mais moi? Moi, je voyais déjà les fissures, le dossier caché dans son bureau, les preuves de collaboration qu'il brandirait plus tard. Cette nuit-là, dans ma chambre aux tapisseries fanées, j'ai fouillé l'armoire de tante Marguerite. Un coffret en acajou, verrouillé par un code que je connaissais son année de naissance, 1942, l'année des pillages. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos de tableaux nazis, et un testament alternatif. Si Victor te menace, Héloïse, révèle tout. Le scandale le détruira. Mon cœur s'emballa. Le twist était là, tapis dans l'ombre, tante Marguerite n'était pas la victime, elle était la marionnettiste, et j'étais son pion ressuscité. Le lendemain, le piège se referma un peu plus. Victor m'invita à une promenade dans les vignes, son bras autour de ma taille comme un étau. Pense à l'argent, Héloïse. À nous, régnant sur Paris comme des rois. Je ris, un rire cristallin qui masquait le venin. Et si je refusais? Il s'arrêta, son visage se crispant. Alors, le monde saura pour les Juifs dont l'étoile orne tes murs. Le chantage, déjà. Dans ma vie précédente, j'aurais cédé. Cette fois, j'ai sorti mon téléphone et enregistré ces mots, un sourire aux lèvres. La première arme de ma revanche. De retour à Paris, j'ai contacté maître Lefebvre. Rendez-vous dans un bistrot anonyme de la rue Montorgueil, où l'odeur d'escargot et de vin rouge couvrait nos murmures.
Victor est un escroc, lui ai-je dit, posant l'enregistrement sur la table. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes rondes. C'est du lourd, mademoiselle. Mais tante Marguerite. Ses secrets pourraient tout faire sauter. J'acquiesçai. La décision controversée se profilait, révéler le passé nazi de la famille, ou le enterrer pour une vengeance personnelle. Le sang des innocents, comme elle l'avait écrit. Paris, ville de lumière, abritait aussi les ombres les plus noires. Les semaines suivantes furent un tourbillon de mensonges et de manigances. Je feignais l'intérêt pour Victor, acceptant des dîners au Fouquet's où il paradait ses conquêtes passées, ignorant que je connaissais déjà ses dettes, 2 millions à des usuriers marseillais. Julien m'avait appelé, sa voix timide dans le récepteur, « Héloïse, on se voit au Louvre ?» J'ai refusé, le cœur serré. Pas encore. La vengeance d'abord. Puis, le coup de théâtre, tante Marguerite mourut subitement, un empoisonnement discret et du cyanure dans son thé, j'en étais sûr. Victor hérita temporairement de la gestion, et la lettre arriva, la condition, ou rien. Mais j'avais mon plan. Lors de l'enterrement, sous la pluie battante du Père Lachaise, entouré de hypocrites en noir, je glissai à l'oreille de Lefebvre, publiez tout. Les collaborationnistes, les vols, Victor. Il pâlit. Ça détruira la famille. C'est le but, murmurai-je. La presse s'empara du scandale comme des corbeaux sur un cadavre. L'empire du vin souillé par le passé nazi, titra Le Monde. Victor, acculé, me confronta dans son appartement cossu de l'avenue Montaigne. Que as-tu fait, salope? Sa main vola vers mon visage, mais je l'esquivai, sortant le revolver le même qu'il m'avait donné dans ma vie précédente, pour te protéger. Ironie du sort. C'est fini, Victor. Ton chantage, tes dettes, tout sortira. Il rit, un rire hystérique. Tu crois que ça s'arrête là? J'ai des preuves contre toi, Héloïse. Ton adultère avec Julien, tes faux en écriture. Le twist me frappa comme une gifle, dans cette nouvelle vie, j'avais encore à commettre ces crimes. Mais Victor, prévoyant, avait déjà semé les graines. La tension montait, l'air chargé d'électricité comme avant un orage sur la Seine. Je pressais la détente? Non. Pas encore. La revanche devait être savoureuse, pas hâtive. Les jours suivants furent un chaos orchestré, un ballet macabre où Paris jouait le rôle de scène et de spectateur indifférent. Les journaux déversaient leur venin, Libération accusait tante Marguerite d'avoir été une dame de collaboration, France Soir dépeignait Victor comme un héritier maudit, et même le Figaro, ce bastion conservateur, publiait des éditoriaux sur la décadence des élites françaises. Mon nom circulait en whisper, la nièce vengeresse, mais personne ne connaissait la vérité ou que j'étais revenu d'entre les morts pour danser sur leur tombe. Victor contre-attaqua avec la férocité d'un taureau de corrida. Il convoqua une conférence de presse dans le salon haussmannien de l'hôtel de la famille, flanqué d'avocats aux cravates Hermès et de journalistes triés sur le volet. Ma cousine Héloïse est une mythomane, déclara-t-il, son visage de marbre sous les flashs. Elle fabrique des scandales pour s'approprier l'héritage. J'ai les preuves, des emails falsifiés, des rendez-vous secrets avec des amants. Il projeta des slides, des photos truquées de moi avec Julien, datées d'avant notre rencontre réelle. Comment? Il avait anticipé, ce diable, utilisant des deepfakes primitifs des années 2000, des montages Photoshop grossiers mais convaincants pour l'époque. Je regardais la diffusion en direct depuis un cybercafé anonyme de Bastille, un gobelet de café froid à la main. La rage me consumait, mais c'était une rage froide, calculée, comme le brouillard automnal sur la Loire. J'appelai Lefebvre, contre-attaqué. Sortez le testament alternatif. Il hésita, sa voix chevrotante au téléphone, ça révélera vos liens avec les crimes de guerre, Héloïse. Vous serez complice aux yeux du monde. La décision controversée. Révéler tout, y compris mon rôle passé. J'avais, dans ma vie antérieure, détruit des documents pour protéger la famille, un péché qui me hantait. Mais pour la vengeance? Oui. Publié. Le lendemain, le ciel s'assombrit sur l'Hexagone. Une fuite massive, scan des lettres nazies, liste de tableaux spoliés, et mon propre aveu, une lettre que j'avais rédigée cette nuit-là, confessant ma complicité passive pour apaiser les consciences. J'ai porté le fardeau familial trop longtemps, écrivais-je. Maintenant, la vérité libère. Les manifestations éclatèrent, des groupes juifs devant les galeries de Montmartre, scandant justice pour les dépossédés, des intellectuels sur France Inter débattant de l'héritage vichiste dans le vin français.
Victor vacillait, ses dettes étaient exposées, ses créanciers italiens débarquant à Orly avec des mallettes de procès. Mais le vrai coup vint de l'intérieur. Je m'infiltrai dans son cercle, feignant la réconciliation lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Robe noire moulante, diamants prêtés ou ironie, ils étaient probablement pillés. Victor, ivre de champagne d'homme Pérignon, me tira dans un couloir orné de dorures. Rejoins-moi, Héloïse. Oublie ce cirque. On peut encore gagner. Sa main glissa sur ma hanche, possessive. Je le laissai faire, juste assez pour planter le doute. Et Julien, demandai-je, feignant la jalousie. Il rit. Ton poète? Une broutille. Je l'ai payé pour te suivre, tu sais. 50 000 € pour tes secrets. Le twist me coupa le souffle. Julien, mon amour? Trahisseur? Dans ma vie précédente, il m'avait quitté après le scandale, empochant l'argent de Victor pour survivre. Était-ce du début? Je quittai le gala, le cœur en lambeaux, et roulai jusqu'à Belleville sous une pluie torrentielle. Son atelier puait la térébenthine et le haschisch bas de gamme. Il ouvrit la porte, cheveux en bataille, un joint aux lèvres. Héloïse? Qu'est-ce que? Je le giflai, les larmes se mêlant à la pluie. Dis-moi la vérité. Victor t'a payé? Il pâlit, s'effondrant sur un tabouret. C'était pour nous, pour partir à Lisbonne. Il m'a promis que tu ne saurais jamais. La trahison, double cette fois, comme un poignard torsadé. Je le laissai là, brisé, et regagnai mon appartement. La nuit fut un tourment, souvenir de notre première nuit, sur un matelas gonflable, murmurant des poèmes de Baudelaire. Mais l'amour était poison, la vengeance, l'antidote. Au matin, j'envoyai l'enregistrement de sa confession à un tabloïd people au Closer, ce vautour des cœurs brisés. Le poète amant de l'héritière, vendu pour 50 000 €. Julien devint une paria, ses vers moqués dans les salons littéraires. Victor, sentant le vent tourner, passa à l'escalade. Une nuit, des brutes ou des malfrats de banlieue, payés par ses usuriers me coincèrent dans une ruelle du 11e arrondissement. La gosse de la vieille, elle doit payer, grogna l'un, un colosse tatoué. Je me débattis, griffant, mordant, mais ils étaient trois. Le coup de couteau effleura mon flanc, du sang chaud coulant sur le pavé. C'était comme un écho de ma mort passée, un avant-goût. Mais cette fois, je hurlai au pas de peur, mais de rage. Un passant, un flic en civil, intervint, sirène hurlante. Les agresseurs fuirent, et l'enquête remonta à Victor comme une bulle dans le champagne. À l'hôpital, pansement frais et perfusion de morphine, je reçus la visite de Lefebvre. La police a son téléphone. Appel au truand, virement suspect. Il est fini. Mais son regard était grave. Et vous, Héloïse? Les médias vous dépeignent comme une harpie. La vengeresse antisémite, titre-il. La controverse enflait, des pétitions en ligne pour boycotter les vins de Bordeaux, des débats houleux à la télé où des historiens me traitaient de fasciste repenti. Ma décision de tout révéler ou y compris mes propres fautes me rongeait. Était-ce justice, ou vengeance aveugle? Libéré après 2 jours, je rentrai dans un Paris en effervescence. Grève dans les vignobles, manifestation devant les immeubles familiaux. Victor m'appela, voix brisée, rencontre-moi au Pont-Neuf. Finissons ça. J'y allai, armé cette fois à un petit déringer glissé dans mon sac, relique d'une brocante. Le pont, sous les statues baroques, vibrait au passage des voitures. Il était là, silhouette défaite, un père trempé. Tu as gagné, dit-il. Prends l'Empire. Mais sache que tante Marguerite. Elle m'a choisi en premier. Tu n'étais qu'un leurre. Le twist final de la nuit, il sortit une lettre, froissée, de sa poche. Lis. C'était d'elle, à lui, Victor, mon fils secret. Héloïse est ta demi-sœur. L'Empire est pour toi, la condition, pour l'attester. Mon monde s'effondra. Fils secret? La collaboration n'était pas son seul péché, l'adultère avec un amant allemand, pendant la guerre, avait donné Victor. J'étais la bâtarde légitime, mais elle m'avait élevé comme un pion. La rage explosa. Tu savais? Il hocha la tête, larmes aux yeux. Et je t'ai aimé quand même, comme une sœur. Mais l'argent. Je sortis le revolver, le monde se rétrécissant à ce canon froid. Tu es un fratricide, dans le cœur de Paris?
La décision ultime, controversée jusqu'à la moelle. Les sirènes hurlèrent au loin la police, alertée par Lefebvre. Victor s'agenouilla. Pitié. Je pressai la détente. Le coup partit, mais dans l'air un avertissement. Va en prison, Victor. L'Empire est à moi, sans ton sang sur les mains. Il fut arrêté sur place, menottes cliquetant comme un point final. Les menottes de Victor scintillèrent sous les projecteurs bleus des gyrophares, un spectacle presque théâtral sur le pont Neuf, où les amants de jadis scellaient leur serment. Les flics l'embarquèrent sans ménagement, son cri Héloïse, tu es maudite. Se perdant dans le vent de la Seine. Je restai là, le déringer encore chaud dans mon sac, le cœur cognant un rythme erratique. Pas de meurtre, pas cette fois. La vengeance n'exigeait pas du sang frais, seulement la ruine totale. Mais le twist de la lettre me rongeait, sœur. Victor, fruit d'un péché de guerre, mon demi-frère caché. Tante Marguerite avait joué un jeu cruel, nous opposant comme des pions sur un échiquier versaillais. Le scandale enfla comme une marée montante. À l'aube, mon téléphone, un BlackBerry flambant neuf vibrait sans relâche, Lefebvre, exalté, des journalistes de TF1 mendiant l'exclusivité, même le président, via un assistant, demandant une audience discrète à l'Élysée pour apaiser les tensions communautaires. Paris, cette grande putain hypocrite, digérait mal ses secrets, les vins de Bordeaux boycottés dans les restaurants étoilés, les galeries fermées par des piquets de grève, et moi, Héloïse de la Roche, transformée en icône controversée la purificatrice pour les uns, la profanatrice pour les autres. Je regagnai l'appartement du Marais, les rues encore humides de pluie, l'odeur de pain frais se mêlant à celle de l'asphalte mouillé. Julien m'attendait sur le pas de la porte, les yeux rougis, un bouquet de roses fanées à la main. Héloïse, je suis désolé. Laisse-moi expliquer. Je le tolérais à l'intérieur, pas par faiblesse, mais pour clore ce chapitre. Assis sur le canapé défoncé, il déballa son misérable récit. Victor l'avait approché des mois plus tôt, avec des photos volées de nos rendez-vous fabriqués. 50 000, c'était pour ton avenir, pour qu'on fuit ce merdier familial. Je ris, un rire amer comme l'absinthe. Mon avenir? Tu m'as vendu, Julien. Comme une pute dans un bordel de Pigalle. Il pleura, supplia, mais je le chassai d'un geste. La porte claqua, et avec elle, les illusions romantiques. L'amour, dans ce Paris de trahison, n'était qu'un leurre pour les faibles. J'appelai un serrurier, changeai les serrures, et me plongeai dans les dossiers de l'Empire. Des heures de lecture fiévreuse, bilan comptable truqué, contrats immobiliers véreux, et au cœur, le trésor souillé la collection d'art, 47 tableaux spoliés, cachés dans un coffre à Genève. La décision suivante pesait lourd, restituer? À quel prix? Les héritiers juifs, dispersés aux quatre vents, exigeraient justice, mais cela ruinerait la fortune. Ou la vendre discrètement, blanchir l'argent comme tante Marguerite l'avait fait. Controversé, oui, un vol légalisé par le temps. Lefebvre arriva à midi, un attaché-caisse gonflé de papier. Le tribunal a gelé les actifs de Victor. Vous êtes l'héritière incontestée, sous condition d'une enquête sur les origines. Nous signâmes des procurations, et il me conseilla, engager un détective. Pour les secrets restants. J'acquiesçai, contactant un certain Raoul, ex-flic de la PJ, la pipe au bec et l'air d'un maigret usé. Suivez les traces de Marguerite pendant la guerre, lui ordonnai-je au téléphone, depuis un café enfumé de la Contrescarpe. Les jours suivants furent une plongée dans l'abîme. Raoul creusa, archives de Vichy à Lyon, témoignages de survivants à Drancy. Tante Marguerite, jeune veuve, avait troqué des vies contre des toiles dénonçant des voisins juifs pour sauver son chai. Victor, né en 1943 d'un officier SS et d'elle, était le fruit maudit de cette alliance. Pire, elle m'avait adopté non par bonté, mais pour laver son péché, me nommant légitime dans les papiers pour diluer le sang allemand. J'étais sa rédemption forcée, et Victor, son ombre. La presse ne lâchait pas. Une interview forcée sur Canal+, face à une journaliste acérée, Mademoiselle de la Roche, justifiez-vous, pourquoi avoir caché ces horreurs? Je fixai la caméra, les lumières brûlantes comme des projecteurs de la Gestapo. Parce que la France entière a pactisé. Ma tante, Victor, moi nous sommes les miroirs de nos silences. Aujourd'hui, je rendais compte. Les sondages virèrent, 60% me voyaient comme une héroïne, 40% comme une opportuniste. Des menaces arrivèrent, lettres anonymes tachées de vin rouge, tu paieras pour les traîtres. Paris,
ville de révolution, tolérait mal ces fantômes exhumés. Puis, le contre-coup. Raoul appela un soir, voix tendue, j'ai trouvé un complice. Un notaire, encore en vie, qui a falsifié les naissances. Il veut vous voir. Rendez-vous dans un bistrot de la Butte aux Cailles, quartier bohème aux murs graffités. Le vieil homme, ridé comme un pruneau, trembla en me tendant une enveloppe. Marguerite m'a forcé. Mais il y a ça, un second testament, daté d'hier. Hier? Tante Marguerite était morte depuis des semaines. Falsification? Ou? Impossible. L'enveloppe contenait une vidéo VHS, granuleuse, elle, pâle mais lucide, dans son lit d'hôpital. Si Héloïse révèle tout, qu'elle sache, l'Empire n'est pas à elle. C'est à une fondation pour les victimes de la Shoah. Victor était mon test, elle, ma conscience. Le twist me terrassa. Tout ça pour rien? La vengeance, vaine? Non. C'était le test ultime. Si je restituais, j'honorais sa mémoire, si je gardais, je devenais comme elle. La nuit, je marchais le long de la Seine, les lumières dansant comme des feux follets. Julien m'avait laissé un message, je pars. Pardonne-moi. Silence radio. Victor, de sa cellule à la santé, envoya un avocat, propose un deal. Partageons. Refus. La décision vint à l'aube, dans la brume, restituée. Annonce publique au Louvre, devant la Vénus de Milo Ironie, une œuvre sauvée des nazis. Flash crépitant, micro tendu. L'empire de ma tante retourne à ses victimes. Les vignes pour des coopératives juives, l'art au mémorial de la Shoah, les immeubles pour des logements sociaux. Cris d'approbation, huées sporadiques. Victor hurla depuis sa prison, procès pour chantage, fraude, tentative de meurtre sur moi via les brutes. Mais la tension culmina lors d'une audience au palais de justice. Victor, en costard froissé, me défia du regard. Tu es ma sœur, Héloïse. On pouvait régner. Le juge tapa du marteau, disant ferme. En sortant, une foule m'encercla, traîtresse. Héroïne. Je fendis la masse, le cœur lourd. Libéré de l'Empire, je n'étais pas ruiné aux royalties des vignes, une pension anonyme. Paris m'offrit une nouvelle peau, invitation à des dîners littéraires, où je murmurais mes mémoires en gestation. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, le sang sur le tapis, le rire de Victor. La restitution fut un ouragan qui balaya les vestiges de l'empire familial, laissant derrière elle un Paris nettoyé mais méfiant, comme après une libération tardive. Les vignobles de Bordeaux passèrent à une coopérative dirigée par des descendants de déportés, rebaptisée Vin de la mémoire, un nom qui fit grincer des dents dans les chais traditionalistes, mais vendit comme des petits pains à New York et Tel Aviv. Les tableaux atterrirent au mémorial, exposés sous des vitrines blindées avec des plaques commémoratives, rendues par Héloïse de la Roche, en réparation. Quant aux immeubles haussmanniens, transformés en HLM pour familles immigrées, ils devinrent un symbole controversé. Gentrification inversée, raillèrent les éditorialistes du Point, tandis que Libé y voyait une revanche poétique sur l'aristocratie pillarde. Moi, je flottais dans ce vide post-vengeresse, logé dans un modeste appartement de Montparnasse, payé par les royalties résiduelles et des conférences payantes sur le poids de l'héritage. Les invitations affluaient, dîner chez des académiciens de l'Académie française, où l'on disséquait mon geste cathartique autour de foie gras et de Bordeaux aux ironies, les mêmes vins que j'avais maudits. Mais sous les applaudissements polis, les murmures, elle a tout sacrifié pour une culpabilité imaginaire. Imaginaire? J'avais vu le sang, senti la balle, ma culpabilité était viscérale, forgée dans 2 vies. Victor pourrissait à la santé, son procès un cirque médiatique, témoins corrompus retournant leur veste, d'être révélés jusqu'au tripot de Monaco. Il m'écrivit une lettre, cachetée de la prison, « Sœur, tu m'as tué 2 fois. Dans l'autre vie, si tu en as une, souviens-toi de moi. » Délire? Ou intuition? Je la brûlais dans l'évier, la flamme dansant comme un diable rouge. Julien avait disparu au Lisbonne, disaient les rumeurs, avec une nouvelle muse et un manuscrit volé. Pas de regret, l'amour était un luxe que la mort m'avait appris à mépriser. Pourtant, la tension ne s'apaisait pas. Raoul, mon détective, revint avec une piste brûlante, le notaire? Il mentait. Il y a un 3e testament, caché dans une banque suisse. Voyage à Genève, sous un ciel de plomb alpin. La banque, un bunker de verre et d'acier, abritait le coffre, un document hologrammé, daté de la veille de sa mort.
Tante Marguerite, voix chevrotante sur un enregistrement joint, Héloïse, si tu as révélé, c'est que tu es digne. Garde 10% pour toi, pour réparer ta propre âme. Le reste, aux victimes. Mais Victor. Protège-le. Il est ton sang. Protégé? Le twist final, un poignard dans le dos de ma vengeance. 10% 50 millions d'euros, assez pour une vie oisive, mais souillée par le commandement, sauver mon bourreau. Je signai les transferts, les mains tremblantes, et rentrai à Paris avec un chèque qui pesait comme du plomb. La controverse explosa à nouveau, l'héritière garde son butin, hurla France dimanche. Pétition en ligne, accusation de double jeu. Je me réfugiai dans l'écriture un roman, sang et raisin, déguisé en fiction mais saignant la vérité. Le haut point vint lors d'une soirée à la Comédie Française, où l'on montait une pièce inspirée de mon saga, Les Ombres de Bordeaux. Invité d'honneur, je siégeais au premier rang, velours rouge et lustre cristallin. Au milieu du second acte, Victor sur scène, hurlant sa trahison à un homme s'approcha dans l'allée, Victor lui-même, libéré sous caution pour bonne conduite. Sœur, murmura-t-il, un sourire tordu. Mère veut qu'on se réconcilie. Mon cœur s'arrêta. Comment? Caution payée par qui? La salle explosa en murmures quand il s'assit à mes côtés, les acteurs figés. J'ai falsifié la libération, avoua-t-il plus tard, dans un café clandestin de Belleville. Pour te tester, comme elle. Le plan de tante Marguerite s'étendait au-delà de la tombe, nous unir dans le péché, ou nous détruire mutuellement. Je sortis le déringé encore lui, fidèle ombre. Finissons en. Il rit. Tue-moi, et tu deviens elle, une meurtrière. La décision, la plus controversée, pardonner? Non. Je l'appelai la police, le livrai moi-même. Mais en le menottant, je glissai, le 10%, pour ta défense. Redeviens homme. Il pleura, pour la première fois vrai. Retour en cellule, mais avec un espoir thérapie, peut-être rédemption. Paris digéra le dernier acte, Victor, repentant dans une interview télévisée, confessant ses démons. Moi, j'achetai un petit chai en Provence, loin des ombres bordelaises, et plantai des vignes bio. Julien revint, un jour de vendange, sobre et brisé. Laisse-moi t'aider. Cette fois, j'hésitais. L'amour, peut-être, comme une seconde chance. Mais la nuit, dans le silence des collines, je sentais encore le sang sur mes mains, pas le sien, mais celui des fantômes. Les vendanges en Provence furent une rédemption bourgeonnante, un baume sur les plaies encore suintantes de Paris. Le chai, un mas en pierre ocre niché entre des champs de lavande violette, exhalait l'odeur terreuse du raisin mûr et du bois neuf. J'avais investi les 10 millions pas en luxe ostentatoire, mais en cette terre vierge, loin des châteaux hantés de Bordeaux. Les ouvriers, des immigrés maghrébins aux mains calleuses, chantaient des airs d'Agnès Jaoui en cueillant les grappes, et pour la première fois depuis ma résurrection, je respirais sans l'étau de la vengeance autour de la gorge. Julien arriva par le train de Marseille, valise usée et barbe de 3 jours, l'air d'un Rimbaud repenti. Je n'ai rien à offrir, Héloïse, sauf moi. Nous marchâmes dans les rangs de vignes, le soleil couchant peignant le paysage en or et pourpre. Il parla des années à Lisbonne, noyé dans l'alcool et le regret, écrivant des lettres qu'il n'envoya jamais. Victor m'a brisé, mais c'est moi qui t'ai trahi en premier. Je l'écoutais, le vent portant l'odeur de thym sauvage. La décision, le garder, non comme amant, mais comme partenaire. Travaille ici. Gagne ta place. Il acquiesça, les yeux humides, et cette nuit-là, dans une chambre aux murs blanchis à la chaux, nous fîmes l'amour pas avec la fougue de la jeunesse, mais avec la tendresse d'une cicatrice refermée. Victor, de sa cellule, m'envoya des nouvelles via Lefebvre, thérapie mandatée, aveu public sur ses addictions et son inceste inconscient. Il change, dit l'avocat lors d'une visite à Aix. Grâce à vous. Grâce? Ou pitié empoisonnée? Le twist de tante Marguerite persistait, son plan, unir ou détruire. Lors d'une permission, il vint aux masses silhouette amaigrie en bleu de travail, escorté par un maton discret. Nous nous assîmes sous un olivier centenaire, un pichet de rosée entre nous. Sœur, dit-il, voix rauque. Je mérite la prison. Mais merci pour l'argent. Pas de larmes, juste une paix fragile, comme un armistice après Verdun. Paris, entre-temps, avait digéré le scandale. Mon roman, Sang et raisin, devint un best-seller traduit en 10 langues, adapté en série par Canal+ avec une actrice sulfureuse dans mon rôle.
Les critiques acclamèrent, un thriller existentiel à la Modiano, saignant de l'âme française. Mais les ombres rôdaient, procès en diffamation de familles collaborationnistes, demande de restitution supplémentaire. Je gérais, avec Raoul à mes côtés où il devint mon majordome, pipe et mystères inclus. La controverse finale surgit lors d'un débat à la Sorbonne, héritage et pardon en France post-coloniale. Face à un historien virulent, j'argumentais, la vengeance n'efface pas le péché, elle le révèle. Applaudissements mitigés, mais un jeune étudiant, descendant d'une victime, me serra la main après, vous avez rendu ma grand-mère visible. Ce fut le déclic, le happy end, non triomphal, mais humain. Des années passèrent. Le MAS prospéra, vin bio primé au salon de l'agriculture, un label éthique et mémoire. Julien et moi, unissant papier à impact verbal, à la française. Victor sortit après 7 ans, discret, gérant une petite galerie d'art réparatrice à Lisbonne. Une carte postale arriva un Noël, à ma sœur. Paix dans le sang. Et moi, Héloïse la ressuscitait. Les nuits, parfois, le sang revenait, le tapis perçant, le rire strident. Mais au matin, sous le soleil provençal, je foulais le raisin pieds nus, sentant la vie pulser. La mort m'avait rendu une chance, je l'avais saisie, non pour haïr, mais pour guérir. Paris, au loin, n'était plus un piège, mais un souvenir, ville de lumière, même dans l'ombre. La condition de tante Marguerite? Accomplie, à ma façon. L'Empire n'était plus, à sa place, un legs de vérité. Et dans ce vignoble, sous les étoiles indifférentes, je sus, la revanche n'était pas dans la ruine des autres, mais dans la reconstruction de soi.